Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du 21 sur les effets cognitifs de la naissance prématurée. Je suis Lise Brunet, doctorante en psychologie et membre du 21 du LabCD, ici pour vous guider une dernière fois au fil de ce podcast et explorer les dernières découvertes en psychologie. Notre mission ici au 21 du LabCD est de rendre la recherche scientifique accessible à tous. Chaque épisode, nous invitons un chercheur ou une chercheuse pour vous dévoiler les mystères de la psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Pour ce nouvel épisode, nous avons la chance d'accueillir Iris Menu, maîtresse de conférences en neurosciences cognitives du développement et chercheuse au LabCD. Bienvenue Iris, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et auditrices ? Oui, effectivement, je suis maîtresse de conférences au LabCD en psychologie du développement et en neurosciences. Je suis aussi psychologue du développement à côté, avec une petite part d'activité clinique. Au niveau de mon parcours, moi j'ai fait donc des études de psychologie, du développement et des études qui ont été primordiales, qui ont eu un gros impact sur la construction de mon parcours de recherche. Je pense qu'on va le voir et en discuter ensemble après. Et après, j'ai fait une thèse sur le développement et l'apprentissage des fonctions exécutives, en essayant d'intégrer différents niveaux d'observation, c'est-à-dire avec à la fois des mesures cognitives, des mesures cérébrales, des mesures génétiques, et essayer de voir un petit peu comment tout ça était lié. Après, j'ai fait un post-doctorat à l'étranger sur l'impact des facteurs très précoces comme l'inflammation pendant la grossesse et la prématurité sur le développement, encore une fois à l'échelle aussi bien cérébrale que cognitive des enfants. Et voilà, et donc depuis maintenant plus d'1 an et demi, je suis maîtresse de conférences au LabCD et je poursuis dans cette direction. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les principales capacités cognitives que tu étudies dans tes travaux chez les jeunes enfants ? Donc c'est vrai que de par ma thèse, moi j'ai un attrait spécifique pour les fonctions exécutives qui sont un peu les fonctions de base pour le développement de plein d'autres fonctions après. Donc on rappelle juste les fonctions exécutives de base, souvent on parle de contrôle inhibiteur, de la mémoire de travail, donc être capable de résister aux automatismes, aux distractions, le fait d'être capable de garder des informations en mémoire et de faire des opérations dessus. Et la flexibilité cognitive, donc d'être capable de passer d'une tâche à l'autre, tout ça c'est hyper important pour plein de choses, notamment le développement des capacités d'apprentissage. On sait que c'est lié aux capacités académiques, à l'épanouissement futur. Donc c'est vraiment des fonctions de base. J'ai un peu cet attrait particulier et je mesure aussi, moi j'ai aussi un intérêt sur donc tout ce qui est neurosciences et donc regarder comment aussi le cerveau se développe, donc aussi bien sa structure, donc sa forme, son volume, s'il est plus ou moins plissé, des choses comme ça, mais aussi sa fonction, donc comment est-ce qu'il s'active et comment différentes régions du cerveau s'activent ensemble. On entend souvent dire qu'il y a des périodes critiques dans le développement, particulièrement au début du développement. Pourquoi est-ce que justement les premières étapes de la vie, elles sont particulièrement importantes ? Oui, en plus là on en a beaucoup parlé avec les 1000 premiers jours, ça a été une démarche qui a été beaucoup mise en avant et médiatisée. Alors il y a les 1000 premiers jours, il y a aussi tout ce qui se passe avant, toute la période prénatale dont maintenant on sait qu'elle a aussi une importance non négligeable sur le développement futur. En fait, c'est parce que c'est le moment où le cerveau du bébé il se développe beaucoup. Et le cerveau, pendant cette période, il y a vraiment des millions de connexions par seconde qui se font au niveau du cerveau. Il y a une forte plasticité cérébrale, c'est-à-dire que vraiment le cerveau, il est très plastique à ce moment-là. Il se développe, il bouge beaucoup de formes. Et il est aussi en fait très sensible à tout ce qui se passe dans son environnement. Donc les interactions, les stimulations qu'il y a pendant cette période, on sait qu'elles vont avoir un impact important sur le développement de cerveau. Alors après, c'est pas une période critique en mode c'est foutu, cette période est finie. Non, le cerveau il continue de rester plastique et de se développer par la suite. Mais on sait que ces premières années, c'est aussi
une fenêtre très particulière pour intervenir. On sait que si on propose des interventions à cette période où le cerveau est très plastique et sensible à son environnement, ça va être d'autant plus efficace que si on le proposait plus tard. Alors toi justement, dans tes travaux récents, tu t'intéresses particulièrement aux facteurs liés à la prématurité. Déjà, à partir de quand est-ce qu'on peut considérer qu'une naissance elle est prématurée? Et pourquoi est-ce que c'est un facteur qui est particulièrement intéressant à étudier? Une grossesse, c'est 41 semaines. Une naissance prématurée, c'est une naissance qui survient avant 37 semaines. C'est-à-dire qu'un enfant peut naître en avance, peut naître jusqu'à 4 semaines avant et ne pas être considéré comme prématuré. La prématurité, c'est vraiment avant 37 semaines d'aménorrhée. Donc il ne faut pas se dire « oh là là, je suis née 2 semaines avant le terme, je suis née prématurée ». Non, déjà, il y a 4 semaines où on peut être né avant terme sans être considéré comme prématuré. Et ensuite, il y a différents stades de prématurité. Il y a donc entre 32 et 37 semaines, on considère que c'est une moyenne prématurité. Entre 28 et 32 semaines, une grande prématurité. Et en dessous de 28 semaines, c'est de l'extrême prématurité. Et ça représente dans le monde 10% des naissances, 7% en France. Il y a quelques petites disparités en fonction des pays, mais c'est quand même 7% en France. C'est aussi des statistiques qui ont cessé d'augmenter là pendant les 20 dernières années. Alors on atteint un petit plateau là depuis, je crois, 2-3 ans, mais donc ces chiffres, ces pourcentages sont quand même importants et représentent une proportion non négligeable de la population. Et rien que pour ça, ça en fait un peu un intérêt pour les chercheurs. C'est une part importante de la population et c'est un enjeu de santé publique majeur. Par ailleurs, la prématurité, ça permet aussi d'observer le développement, par exemple, du cerveau, mais d'autres facteurs cognitifs, ce qui est normalement invisible, parce que le bébé, normalement, il est dans le ventre de la mère. On ne peut pas aller voir comment tout se développe, alors que là, c'est des bébés qu'on va pouvoir voir à l'extérieur, dans les services de néonatologie. Donc c'est une espèce de fenêtre unique qu'on peut avoir sur vraiment le tout début de la vie, enfin même donc avant l'accouchement normalement, même si on sait que l'environnement, encore une fois, joue sur le développement cérébral et donc on ne peut pas comparer un enfant né prématuré à un enfant né à terme, continuerait à se développer dans le ventre de sa mère. Ça permet aussi d'étudier tous ces phénomènes de plasticité cérébrale et de comparer comment ces différences d'environnement, donc justement intra-utérin ou extra-utérin, peuvent avoir un impact sur le développement du cerveau, de la cognition, d'autres fonctions importantes. Et alors justement, est-ce que les bébés qui naissent prématurés ont des particularités au niveau du développement cognitif? J'imagine sûrement ça doit varier aussi en fonction du degré de prématurité. Et puis est-ce qu'il va y avoir des trajectoires différenciées en fonction de si on est né prématuré ou pas? Alors, les études en général, elles mettent en évidence effectivement des différences entre les enfants nés à terme et les enfants nés prématurés dans leur trajectoire de développement à plein de niveaux, que ce soit au niveau cognitif, académique, moteur, langagier, émotionnel. Et il semble que ces différences continuent tout au long du développement. Il y a même quelques études, moins, mais quelques études qui montrent qu'à l'âge adulte, il reste des différences si on compare des groupes de personnes nées prématurées à des groupes de personnes nées à terme. Et du coup, c'est un peu un débat qui subsiste de est-ce qu'il s'agit d'un décalage de trajectoire développementale? Est-ce que les enfants nés prématurés en fait seraient juste un petit peu en retard et au final ils arriveraient au même résultat? Ou est-ce qu'il s'agit vraiment d'un déficit et dans ce cas-là, ils seraient un petit peu en retard par rapport à leur père né à terme, mais ils n'arriveraient jamais à obtenir leur niveau. Pour autant, là-dessus, il y a une grosse hétérogénéité. Donc oui, comme tu l'as dit, il y a un effet de l'âge gestationnel. Donc plus un enfant est né tôt, plus il risque de présenter des difficultés dans ces différents domaines. Mais il y a des enfants qui sont nés extrêmement prématurés et qui vont très bien, qui sont dans les normes. Donc il faut aussi, c'est toute la question, je pense, puis moi aussi ce qui m'intéresse, c'est de comprendre cette hétérogénéité des profils de développement des enfants nés prématurés. Il y en a aussi qui présentent des difficultés
très restreintes au niveau du langage, d'autres qui sont vraiment spécifiques au niveau attentionnel. On va avoir d'autres enfants qui ont des difficultés un peu partout, et puis certains enfants qui vont très bien. Donc les statistiques nous disent qu'il y a des différences entre les enfants nés prématurés et les enfants nés à terme, globalement, mais chaque profil est quand même assez unique. Est-ce que malgré cette hétérogénéité, il y a quand même des domaines cognitifs plus impactés que d'autres ? En fait, il y a quand même beaucoup de domaines qui sont impactés par la prématurité. Quand on regarde la littérature, encore une fois en faisant ces comparaisons, enfants nés à terme versus enfants nés prématurés. Donc les fonctions exécutives dont j'ai déjà parlé sont des fonctions qui sont très impactées, la régulation émotionnelle, donc tout ce qui va être aussi gestion des émotions, les difficultés sociales. Il y a aussi beaucoup de différences au niveau du développement du langage, au niveau du développement moteur. Donc c'est quelque chose qui a des impacts assez larges. Et du coup, on peut imaginer aussi que c'est potentiellement des enfants qui sont plus à risque de développer des troubles des apprentissages, par exemple. Oui, alors, effectivement, sur les troubles des apprentissages, on voit qu'il y a les enfants nés prématurés, ils ont en fonction des études, 3 à 5 fois plus de risques de présenter des difficultés d'apprentissage. Notamment au niveau des troubles de la lecture, au niveau des troubles au niveau des mathématiques et au niveau attentionnel. Ça semble être des troubles qui se présentent d'autant plus quand l'enfant est né, encore une fois, plus tôt et est né très prématuré. Mais il semble que c'est pas exactement pareil que dans la population générale. C'est-à-dire que, par exemple, les difficultés de lecture que les enfants nés prématurés peuvent présenter s'expliquent beaucoup par un quotient intellectuel plus général et notamment par la vitesse de traitement, donc à quel point l'enfant peut lire vite, par la mémoire de travail, donc la capacité à garder les informations en mémoire et à faire des opérations dessus. Et pareil pour les mathématiques, si on regarde des tests, effectivement les enfants codent beaucoup plus en dyscalculie, on aurait beaucoup plus d'enfants nés prématurés dyscalculiques que dans la population générale. Mais pour autant, il semble que c'est pas la même étiologie derrière, c'est pas pour les mêmes raisons, et notamment là, ce serait lié aux des capacités visuospatiales, donc comment est-ce qu'on voit les choses, on se repère dans l'espace, et ces fameuses capacités de mémoire de travail, encore une fois, qui seraient plus impactées. Donc ce seraient des choses en fait plus liées à ces difficultés en lecture et en mathématiques pourraient s'expliquer par des difficultés plus sur des fonctions de base qui, elles, impacteraient les apprentissages futurs, là où chez des enfants nés à terme, ce seraient des difficultés plus spécifiques à la lecture et aux mathématiques. Donc du coup, on a beaucoup parlé de la prématurité comme un facteur à risque dans le développement cognitif. Tu disais aussi qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité, qu'il y a aussi beaucoup d'enfants prématurés qui vont très bien et qui présentent pas de troubles. Pour ceux qui ont des difficultés liées à cette prématurité, est-ce qu'il y a, par exemple, des interventions précoces qui peuvent être mises en place pour justement les accompagner dans leur développement ? Oui, tout à fait. Enfin, là, c'est vraiment peut-être un des messages qui peuvent être passés par ce podcast, c'est que du fait aussi de ce que la recherche montre que chez les enfants nés prématurés, c'est plutôt ces fonctions de base qui sont impactées et qui vont avoir des répercussions sur les apprentissages. Le plus tôt on agit sur ces fonctions de base, le plus tôt on repère les fragilités, on met en place de la prise en charge ciblée comme de l'orthophonie, de la psychomotricité. Ça peut être aussi de la kiné pour le tout début, et potentiellement des aménagements scolaires. Le mieux, on leur permet de se développer et de s'épanouir à l'école assez rapidement. Donc c'est vrai que les dépistages précoces pour la prématurité sont vraiment, auraient vraiment un rôle clé à jouer pour essayer de limiter au maximum les impacts, notamment au niveau scolaire. Alors justement, tu parlais d'accompagnement à l'école. Qu'est-ce que les enseignantes peuvent faire pour accompagner ces enfants-là ? Alors oui, c'est vrai qu'à l'école, il y a assez peu d'études en fait sur toute la sphère scolaire et la prématurité. Il y a une équipe notamment au Royaume-Uni qui travaille là-dessus, mais
globalement c'est un peu tout, et qui ont remarqué qu'effectivement il y avait plus de besoins spécifiques d'aménagement pour les enfants nés prématurés, que chez les enfants nés à terme, qui n'étaient pas forcément identifiés comme étant liés à la prématurité, juste c'est des enfants qui ont plus de besoins spécifiques, etc. Et surtout, en fait, les enseignants sont très peu informés sur la prématurité. Donc, au Royaume-Uni, il me semble que c'était 16% des enseignants qui sont formés, qui ont une information que la prématurité peut avoir un impact sur les apprentissages scolaires. Ils ont répliqué la même étude aux États-Unis. Et ça donnait quelque chose d'assez similaire. Je crois que c'était 15% au cours de leur parcours de formation en tant qu'enseignant. Donc globalement, il y a très peu d'enseignants qui savent que la prématurité peut avoir un impact. Mais une fois qu'on le sait, on peut déjà là commencer à essayer de mettre en place des petites choses éventuellement. Donc, comme je disais, c'est un peu les fonctions de base qui sont impactées. Enfin, tout ce sur quoi on peut jouer, c'est ce qui va être au niveau attentionnel, au niveau de la mémoire de travail, de la vitesse de traitement. Donc, au niveau attentionnel, ça peut se présenter comme des enfants qui ont moins de facilité à être concentrés, donc ils vont se déconcentrer plus facilement d'une tâche. Donc là, ça peut être se dire, on essaye de limiter les distracteurs, on essaye de limiter le bruit quand c'est possible, des choses comme ça. Au niveau de la vitesse de traitement, c'est des enfants qui peuvent être un peu plus lents pour réaliser des tâches. Donc là, c'est aussi se dire, est-ce que je peux laisser à cet enfant un petit peu plus de temps ? Est-ce que là, c'est important que je mesure cette vitesse, que j'ai un temps contraint, ou est-ce que je peux lui laisser un peu plus de temps ? Au niveau de la coordination motrice, c'est des enfants qui peuvent aussi avoir donc, des difficultés dans le geste, et donc notamment dans l'écriture, tout ce qui va être la prise du crayon, etc. Donc ça, c'est pas forcément l'enseignant, mais l'enseignant peut peut-être le repérer et orienter éventuellement vers des professionnels. L'idée, c'est que l'enfant prématuré, il peut présenter des difficultés qui peuvent être discrètes, mais qui peuvent avoir un impact sur les apprentissages. Ça peut être des enfants qui peuvent être perçus comme pas concentrés, pas motivés, mais quand on sait qu'il y a une prématurité derrière, en fait, peut-être que ça pourrait expliquer un petit peu cette vitesse de traitement un peu plus lente, cette difficulté d'attention, etc. Donc ça peut être, pour les enseignants, très concrètement, donner un peu plus de temps, alléger un peu l'écrit, peut-être clarifier un petit peu les consignes, les répéter, vérifier qu'elles soient bien comprises, des choses assez simples, mais surtout, je dirais, échanger avec les parents, collaborer avec des professionnels, donc que ce soit, encore une fois, les orthophonistes, les psychomotriciens, les psychologues, et si besoin, mettre en place des aménagements personnalisés si c'est nécessaire pour l'enfant. Et à la maison, justement, puisqu'on parle d'alliance de coopération, de travail coopératif avec les parents, qu'est-ce que les parents peuvent faire à la maison pour pouvoir soutenir le développement de leur enfant ? Alors déjà, premier truc, les difficultés qui sont liées à la prématurité sont pas liées à un manque d'effort des parents. Un enfant peut présenter des difficultés associées à sa prématurité totalement de manière indépendante de son environnement. Donc déjà, ça c'est la première chose. Déculpabilisons les parents qui, en général, suite à une prématurité, sont déjà assez culpabilisés. C'est des parcours qui sont quand même assez lourd. C'est une rencontre avec l'enfant qui se fait dans un contexte un peu traumatisant. Donc voilà. En général, les parents font très bien. Et après, il peut y avoir des petites choses qu'on peut mettre en place. Donc pareil, aider un petit peu toutes ces fonctions clés. Donc au niveau de l'attention, limiter les distractions. Donc ça peut être limiter les bruits, proposer moins de jeux mais moins de jeux en même temps pour que l'enfant puisse se concentrer sur un jeu en particulier. Pour la mémoire, pas hésiter à répéter, reformuler. Ça peut être, si besoin, pour les tout petits, utiliser des pictogrammes, faire des petites routines, des choses comme ça. Aussi, favoriser à l'autonomisation, c'est-à-dire préparer le cartable, peut-être faire une petite checklist que l'enfant peut commencer à faire son cartable lui-même, à préparer sa petite tenue, des choses comme ça qui vont permettre à l'enfant aussi de soutenir un peu sa planification, donc comment est-ce qu'il organise ses tâches dans la journée, etc. Puis il y a aussi au quotidien tous les apprentissages qu'on peut faire dans des activités quotidiennes, comme par exemple la lecture, lire ensemble, c'est une super chose, même quelques minutes, ça peut être vraiment bien, et ça, au niveau
tant des interactions sociales que là, pour le développement du langage. Ça peut être quand on fait de la cuisine, quand on fait des courses, tout ce qui va être au niveau des mathématiques. On peut faire un petit peu de compte, de compter les éléments dans ces activités-là. Ça peut être jouer à des petits jeux. Il y a plein de petits jeux, des jeux de cartes, des jeux qui entraînent qui ont un impact sur toutes ces fonctions cognitives-là. Et puis, encore une fois, garder le lien avec l'école. Il ne faut pas hésiter à échanger avec les enseignants. C'est quand même les parents qui connaissent le mieux leur enfant. Donc là, il ne faut pas hésiter. Et puis aussi, s'appuyer sur des réseaux, sur des professionnels. Donc, encore une fois, je répète, orthophoniste, psychomotricité, psychologue, c'est en général le triptyque qui revient beaucoup dans la prise en charge de la prématurité. Et il y a aussi des associations de parents, des associations de parents d'enfants nés prématurés. Par exemple, il y a SOS Préma qui est une des très grandes associations à ce sujet qui offre un soutien aussi aux parents. Merci beaucoup pour toutes ces pistes et ces ressources très concrètes. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des projets de recherche que tu mènes actuellement et ce que tu espères comprendre à travers ces travaux ? Alors, sur mes projets de recherche, il y a un peu deux facettes. Je dirais, j'essaye de tirer parti de grosses bases de données qui ont été acquises, où il y a des milliers d'enfants qui ont été vus aux États-Unis ou en France, dont plusieurs milliers sont nés prématurés et dont on a des indicateurs du développement à différents âges de la vie. Et donc, moi, ce que j'essaye de comprendre grâce à ces grosses bases de données, c'est est-ce qu'il existe des profils de développement différents au sein de la population prématurée ? Est-ce qu'il y a donc des profils d'enfants qui se développent plutôt bien, d'autres qui présentent plus de difficultés, dans quel domaine ? Et une fois que ces différents profils ont été un petit peu identifiés, essayer de comprendre quels sont les facteurs qui peuvent favoriser d'être dans un profil plutôt à risque ou d'être dans un profil plutôt résilient et donc pouvoir à terme proposer des interventions qui cibleraient plutôt ces facteurs de résilience. Donc là, c'est vraiment un de mes premiers axes, c'est essayer de comprendre cette hétérogénéité au niveau du développement des enfants nés prématurés. Qu'est-ce qui se cache derrière cette hétérogénéité avec, idéalement, si on peut identifier des pistes d'intervention concrètes, pouvoir soutenir et essayer de faire en sorte que la plupart des enfants nés prématurés puissent suivre une trajectoire plutôt résiliente qu'une trajectoire à risque. De l'autre côté, je travaille aussi sur d'autres projets où à plus petite échelle, où ce serait ici au laboratoire, faire venir des enfants nés prématurés et de regarder encore une fois là comment se développent les enfants, mais avec des mesures plus précises, peut-être aussi au niveau des interactions parents-enfants très précocement. Comment est-ce que ça se passe, comment vont les parents aussi, parce qu'au niveau de leur stress, au niveau de leur relation d'attachement avec leur enfant, pendant le tout début de la vie, donc là ce serait plutôt chez les tout petits, en dessous de 3 ans, je dirais. Donc encore une fois, avec l'idée de capter quels pourraient être des facteurs plutôt de résilience ou de risque pour le développement précoce des enfants nés prématurés. Pour conclure cet épisode, est-ce qu'il y a un message que tu as envie de transmettre aux parents ou aux enseignants qui nous écoutent ? Peut-être, je pense, le message le plus important à transmettre, c'est que le parcours de chaque enfant, le développement de chaque enfant est unique, notamment là, dans le cas de la prématurité, les chiffres, ils donnent des tendances, mais ils définissent pas pour autant un enfant. Ça, c'est encore une fois, c'est pas parce que on sait que la prématurité est un facteur de risque que tous les enfants nés prématurés vont avoir des difficultés plus tard. Certains peuvent avoir besoin, oui, d'un peu plus de temps, un peu plus d'accompagnement, mais d'autres se développent très bien et ont aussi leurs ressources et leurs capacités qui se développent.
Aux enseignants, déjà, le simple fait d'être informés, je pense que c'est déjà une première étape, et comprendre que certaines fatigues, certaines lenteurs, ou certaines difficultés attentionnelles dans le quotidien de la classe peuvent être liées à une naissance prématurée, ça peut permettre de changer le regard déjà, et potentiellement aussi de repérer plus précocement certains enfants qui auraient besoin d'un accompagnement en fait plus spécialisé. Et je dirais aux parents déjà qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils peuvent demander de l'aide s'ils ont besoin, aux différents professionnels, se rapprocher des associations. Et puis aussi, il y a aussi l'école sur laquelle ils peuvent s'appuyer, et surtout ne pas culpabiliser dans leur rôle de parent qui a déjà commencé, on va dire, un peu particulièrement. Et donc il ne faut pas se rester seul dans ces moments-là. Si on commence à se dire est-ce que mon enfant présente des difficultés, vous avez en général aussi un suivi qui peut se faire au niveau médical. N'hésitez pas aussi à en parler aux médecins qui suivent votre enfant, qui eux sont aussi informés de l'impact de la prématurité sur le développement des enfants. On arrive à la fin de cet épisode du podcast du 21. Merci beaucoup Iris d'avoir été avec nous pour partager cette discussion passionnante autour de la prématurité. Merci à tous nos auditeurs et auditrices d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié ce voyage scientifique avec nous, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, mais aussi LinkedIn, Facebook, YouTube et Instagram pour rester informé des dernières découvertes en psychologie. Je vous laisserai à partir du prochain podcast avec un autre doctorant du laboratoire, Paul Nivaudot. On vous souhaite une très belle journée, merci à toutes et à tous et à bientôt pour un nouveau podcast.